Bonsoir, bonsoir. Coucou. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, je vais continuer en fait ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire parler un petit peu des matières précieuses. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Flavie Paris. Je suis créatrice de bijoux. Et coucou. Et, et je suis également professeure à la Haute École de Joaillerie. Donc voilà, j'interviens sous forme d'atelier avec l'équipe We Can Do qui m'accueille pour la deuxième fois ce soir en live. Donc je les remercie énormément de la confiance qu'ils m'accordent. Et puis c'est l'occasion pour moi de garder contact avec vous et puis de discuter un petit peu. Voilà, donc coucou Bastien. Donc voilà, donc alors la semaine dernière je vous parlais un petit peu des matières précieuses et plus particulièrement j'étais partie en fait sur les pierres. Donc ce soir je vais un petit peu vous parler d'or. Alors je vais essayer bon alors pour les professionnels qui sont parmi nous, les étudiants bien sûr ça va être un petit peu une répétition de ce que vous savez déjà. J'espère vous apporter quelques éléments nouveaux et puis pour les novices, alors pour le coup ça va être une découverte puisque on va parler de l'or, pas en fait dans l'aspect un petit peu technique des choses, professionnel des choses, et puis bien sûr on parlera de choses un petit peu plus romantiques si on a le temps, voilà. Alors donc bon je vais me lancer, je pense que tout le monde, bon puis il y aura des gens qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Voilà, c'est une révision effectivement Florine. Ça vous permet de réviser un petit peu, de revoir certaines choses qu'on peut voir en cours notamment. Alors, donc je vais commencer par vous parler un petit peu des différents types de l'or. Alors bon, effectivement, beaucoup connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas aussi. Et effectivement, c'est important de connaître les alliages d'or et les différents titres avant d'acheter un bijou. Donc là, notamment, je m'adresse aux clients qui seraient parmi nous et qui ne connaissent pas en fait la valeur de l'or. En fait, si vous voulez, vous avez déjà entendu parler de l'or. Donc, on a l'or 24 carats, donc qui est l'or pur en fait, l'or naturel non transformé par l'homme. Donc, encore une fois, comme la semaine dernière, lorsque je vais vous dire le mot naturel, ça signifie une fois de plus que l'homme n'est pas intervenu. Donc, c'est la planète, la nature qui nous le fournit. Donc, l'or 24 carats, qui est l'or des lingots. Ensuite vous avez l'or 18 carats, donc celui-là effectivement est un or transformé, et puis bien sûr après vous avez l'or 14 carats et l'or 9 carats. Alors pour vous expliquer, puisque c'est vrai que j'ai déjà remarqué que y a souvent une méconnaissance de l'or en fait, notamment en fait savoir ce qu'est de l'or 18 carats, du 14 carats et du 9 carats, et comprendre la différence de prix puisqu'il y en a une forcément. Et souvent aussi, lorsque vous achetez de l'or ou un bijou en or, vous voyez le mot or, mais souvent vous avez déjà remarqué qu'il y a une petite astérix en dessous et vous vous dites oh c'est pas cher, c'est de l'or et c'est pas cher, puis il y a une petite astérix qui vous dit que c'est 375 millièmes. Alors du coup vous ne savez pas ce que c'est, donc vous imaginez souvent que c'est de l'or, coucou à tous, que c'est de l'or 18 carats, mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous voyez de l'or, que c'est inscrit or 375 millièmes, il s'agit en fait d'or 9 carats. En réalité, en France, il est interdit de parler d'or lorsqu'il s'agit de 9 carats, puisqu'on considère que la part d'or fin dans cet alliage n'est pas suffisante et on appelle ça un alliage d'or. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, comme on s'était dit tout à l'heure, l'or fin, c'est 24 carats, c'est-à-dire 999,99 millièmes. Voilà. L'or 18 carats, et souvent vous voyez le nombre 750 millièmes, c'est-à-dire qu'en fait dans l'or 18 carats, je vais essayer de faire simple pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'or 18 carats on a 750 millièmes d'or fin, donc l'or naturel que nous fournit la nature, et on a aussi 250 millièmes d'alliage d'autres métaux. C'est-à-dire qu'en fait on a de l'argent, du cuivre, voilà, d'autres métaux dans ces 250 millièmes
d'alliage, tout simplement pour pouvoir le travailler plus facilement, puisque l'or 24 carats, l'or que travaillaient les Égyptiens, les Grecs anciens, etc., est fragile et cassant. Donc aujourd'hui on a d'autres méthodes et c'est pour ça qu'on a créé l'or 18 carats et en fait on fait un mélange, on ajoute à cet or fin d'autres métaux pour le rendre plus facile à travailler, en joaillerie en tout cas. Voilà. Ensuite, l'or 14 carats, donc c'est 585 millièmes d'or fin plus d'autres alliages. Et l'alliage 9 carats, donc qu'on appelle or 9 carats, mais en réalité qui n'est pas de l'or. Enfin, il y a une part d'or, mais pas suffisante. Donc c'est 375 millièmes d'or fin. Et puis après, effectivement, vous avez du cuivre, de l'argent, voilà, d'autres métaux. Donc cet or-là, en France, on le travaille pas. En fait, l'or 14 carats et l'or 9 carats sont des métaux qu'on ne travaille pas en France. Et d'ailleurs, bon, j'y viendrai un petit peu plus tard, mais on n'a pas de fonte à Paris qui nous fournit cet or-là, par exemple. C'est très en vogue à New York, voilà. Dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'en France, la culture de la joaillerie pas nous impose vraiment, mais nous dirige vers le 18 carats, puisque bien sûr, il est plus précieux. Alors ensuite, dans l'or 18 carats, vous avez plusieurs couleurs d'or. Vous avez, donc, on a l'or blanc, qu'on appelle en joaillerie de l'or gris, puisqu'en réalité, c'est de l'or gris 800. Donc là, pour le coup, on a 800 millièmes d'or fin dans l'or gris qu'on travaille aujourd'hui et 200 millièmes d'alliage. Donc cet or gris en fait qu'on appelle or blanc en boutique tout simplement. Vous me dites si c'est trop compliqué parce que c'est vrai que j'emploie des termes très techniques, donc faut pas hésiter à me dire stop ou à me poser une question, puisque c'est vrai que c'est pas instinctif en fait de parler d'or comme ça. On pense à l'or, on pense aux bijoux, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si à un moment donné vous perdez le fil. Voilà, bon, vous pourrez aussi me renvoyer des petits messages plus tard comme la dernière fois. Et donc en fait voilà, donc pour l'or blanc, on lui ajoute toujours un traitement en fait. Quand le bijou est fabriqué, on va tremper en fait le bijou en or blanc dans du rhodium, car en fait l'or blanc, et vous avez déjà dû le remarquer lorsque vous avez une bague en or blanc, à force de la porter, donc il y a une usure, surtout en bague, forcément un petit peu moins en boucle d'oreille et en collier. Mais vous avez une usure qui fait que des reflets jaunes réapparaissent. Donc souvent, vous vous dites, bon, je vais retourner chez mon bijoutier, refaire un rhodiage. En fait, cette couche de rhodium, donc on trempe dans un bain électrolyse et c'est un métal liquide en fait qui va s'ajouter sur l'or blanc et le rendre bien blanc. Voilà, et forcément cette couche en fait va s'user avec le temps comme une dorure en fait, comme quand on fait une dorure 24 carats. Et donc en fait, oui, il y a une question, quel est le lot de métal qui compose l'or blanc? Alors du coup, pour obtenir de l'or blanc, donc il y a plusieurs couleurs dans l'or. Pour obtenir de l'or blanc, dans la part d'alliage, puisque l'or fin est jaune, vous savez, l'or 24 carats, l'or antique, l'or naturel est jaune. Donc pour avoir de l'or blanc, dans la part d'alliage de 250 millièmes, on va mettre plus d'argent, par exemple pour la couleur. Vous avez aussi l'or rouge, qu'on appelle or rose en boutique, mais on a différentes teintes. L'or rouge est plus cuivré, donc on verra plus la différence avec l'or jaune. Mais c'est vrai que l'or rose a une teinte très légère et parfois il est difficile de le distinguer de l'or jaune. Voilà, et puis vous avez bien sûr l'or jaune. Voilà. Donc voilà, faites bien attention lorsque vous allez acheter un bijou en boutique, de bien demander le carat de l'or. Si le bijou vous semble peu coûteux, voilà, posez-vous la question. Après, bien sûr, certains créateurs travaillent l'alliage 9 carats et l'or 14 carats. Et effectivement, ce n'est pas un problème. Voilà, après, voilà, il y a une différence de prix, tout simplement, puisqu'il y a moins d'or. Voilà.
Donc ensuite, je vais vous parler un petit peu de la réglementation en France, en fait, puisque c'est vrai que c'est... alors, comment savoir s'il s'agit de diamants? Alors là, on est sur un autre thème, mais ça, je pourrais vous répondre après par message, si vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Mais il y a plein d'appareils, voilà, pour savoir, pour identifier un diamant d'un vrai, etc. Mais là, je continue sur l'or pour le moment. Alors du coup, l'or en France est extrêmement réglementé, donc c'est pas en fait, on ne peut pas se dire joaillier du jour au lendemain. Bien sûr, pas au niveau capacité, hein, je ne remets pas du tout en cause, là je parle d'autre chose, c'est qu'en fait il y a des lois en France et en fait pour travailler, coucou, et en fait pour travailler l'or, il est très important d'être assujetti à une réglementation. Alors tout d'abord, donc pour ceux qui nous écouteraient et pour ceux qui souhaiteraient en fait créer leur marque de bijoux par exemple, je vous le souhaite, hein. Alors dans un premier temps, pour travailler, pour avoir le droit légalement de travailler l'or, alors sur la traçabilité de l'or, je vais venir après justement, là mais je vais répondre après à la question. Alors, donc tout d'abord, il faut créer sa société, hein, donc ça c'est comme tout le monde, puisque de toute manière, pour facturer, il faut avoir une société ou être auto-entrepreneur et donc être en possession d'un extrait KBIS, donc c'est l'immatriculation de votre entreprise, pour ensuite aller en fait aux douanes françaises et en fait demander ce qu'on appelle une déclaration d'existence. Donc une déclaration d'existence, si vous voulez, ça vous permet en fait d'obtenir un poinçon de maître. Et en fait, ce poinçon, vous l'apposez sur vos bijoux. Donc, vous avez déjà peut-être remarqué que sur vos bagues, par exemple, à l'intérieur, il y a des petites empreintes. Donc, le poinçon de maître est de forme ovale. Et le poinçon de l'état, donc c'est en fonction de l'or. Donc si c'est de l'or 18 carats, ça va être une tête d'aigle. Voilà, si c'est du platine, ça va être une tête de chien, etc. Ça nous permet à nous professionnels d'identifier. Voilà, ce n'est pas une gravure comme ça pour décorer, c'est vraiment une identité du bijou. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque joaillier, chaque créateur a son poinçon de maître à lui. Alors justement oui, quel est le motif du poinçon de maître? C'est un motif libre. Alors effectivement, le poinçon de maître, on va en fait proposer 3 dessins au bureau de garantie, en fait, donc les douanes hein, qui s'occupent de ce service-là. On va proposer 3 dessins en fait et les douanes vont choisir un dessin qui n'est pas déjà pris en France pour être sûr en fait que lorsque vous mettez votre poinçon de maître sur votre bijou, vous soyez immédiatement identifié. C'est-à-dire que moi, par exemple, je poinçonne mes bagues. L'État français, les douanes savent que ce bijou sort de mon atelier. Donc, ensuite, lorsque vous avez l'autorisation de faire le poinçon, il faut le faire fabriquer, bien sûr. C'est un service payant. Et puis, se rattache... Alors, moi, c'est un arc-en-ciel, mon poinçon de maître. Alors, je sais plus ce que j'avais proposé. J'avais proposé pas mal de choses, Enfin, pas mal de choses, non, 3 choses, mais je sais plus ce que j'avais proposé. J'avais fait au plus simple, hein. Parfois j'ai des confrères qui ont des chimères, voilà, moi j'avais fait des choses simples, je crois qu'il y avait un cœur, une tour Eiffel et puis un arc-en-ciel, quelque chose comme ça, donc c'est l'arc-en-ciel qui a été retenu. Donc j'imagine que la tour Eiffel et le cœur étaient déjà pris par des confrères. Voilà, donc moi c'est un arc-en-ciel et puis vous avez aussi le nom de la société, les initiales. Donc voilà, donc l'arc-en-ciel et puis société FP pour Flavie Paris. Voilà. Donc se rattache à ce poinçon de maître un livre de police en fait que vous pouvez vous fournir dans des boutiques parisiennes professionnelles et Rimena coucou. Et lorsque vous avez ce livre de police, donc il faut aller le faire paraffer au commissariat, donc c'est très important, il n'a aucune valeur en fait légale si vous n'êtes pas allé le faire paraffer au commissariat rattaché à l'arrondissement de votre atelier.
Donc en fait, le commissariat atteste et signe le livre de police pour dire qu'il l'a eu dans les mains, et après vous pouvez vous en servir. Voilà, donc il faut bien le tenir à jour, c'est-à-dire que quand vous achetez de l'or, vous devez rentrer dans ce livre de police les éléments, donc le poids d'or, où est-ce que vous l'avez acheté, etc. Et lorsque vous avez vendu le bijou, en fait, vous devez sortir de ce livre de police le poids du bijou, le nom du client, voilà. Quel est le coût pour déposer son propre poinçon de maître? Alors le poinçon de maître, donc c'est pas ce qui coûte le plus cher en fait, puisque la demande aux douanes est gratuite. Donc voilà, la déclaration d'existence en elle-même est gratuite. En revanche, après la façon du poinçon de maître, donc il faut aller voir un orfèvre qui va vous fabriquer votre poinçon de maître. Là, c'est environ 150 €. Voilà, c'est environ 150 €. Et puis après, voilà, vous apposez votre poinçon voilà, sur chaque bijou. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur le poinçon de maître parce que c'est important de comprendre que en fait, c'est au-delà. Alors, l'artisan peut apposer lui-même son poinçon de maître. Ou alors, moi, je sais que je travaille avec une entreprise. En fait, moi, je vais pas aux douanes parce que j'aime bien savoir où va être apposé mes poinçons, où vont être apposés mes poinçons. Et donc du coup, en fait, c'est un service payant, mais en fait, je choisis et je suis sûre qu'en fait, ça ne peut pas endommager une pierre ou abîmer mon polissage, etc. Donc je vais dans une entreprise en fait qui va m'apposer mon poinçon et le poinçon tête d'aigle. Voilà, mais généralement, je la pose moi-même avant mon poinçon de maître, et quand je vais les voir, effectivement, eux me mettent la tête d'aigle, etc. Donc comme je disais, ce poinçon est un poinçon de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment donné, vous égarez votre poinçon, admettons, et quelqu'un de malveillant va en fait faire une collection et apposer votre poinçon dessus. En fait, voilà, donc c'est scénario catastrophe, mais bon, il faut penser à tout. Donc, alors, scénario encore plus catastrophe, la personne malveillante va faire des copies de bijoux connus et reconnus et va apposer votre poinçon dessus. Malheureusement, ce sera la responsabilité du détenteur du poinçon de maître, c'est-à-dire que si je suis identifiée, si mon poinçon se retrouve sur une copie Cartier ou voilà, ou peu importe, si je suis identifiée, et même si je pouvais prouver que je n'avais pas mon poinçon entre les mains, etc., c'est ma responsabilité et c'est à moi qu'on va adresser bien sûr l'amende et tout ce qui en découle. Donc c'est très très grave en fait. Donc c'est vraiment l'objet le plus précieux à garder dans son coffre, bien sûr, puisque c'est quelque chose vraiment, c'est une carte d'identité du créateur. Et en fait, vous êtes responsable vraiment de cette marque posée sur un bijou. Voilà, donc faites bien attention, ne prêtez jamais votre poinçon de maître si on vous le demande pour dépanner, etc. Ne le faites jamais. C'est impossible en fait. C'est vraiment, si vous ne savez pas d'où provient l'or, voilà, c'est vraiment, parce que parfois on ne sait pas et on se dit, bon, bah, je vais prêter mon poinçon, comme ça la personne pourra, je vais rendre service. Ne faites jamais ça, hein, c'est très très important. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, je vous parlais du livre de police. Voilà, donc rattaché à ça aussi, il y a des objets absolument à avoir en cas de contrôle des douanes. Moi, j'ai déjà été contrôlée par les douanes, ça arrive régulièrement. Donc, voilà, faites très attention à ce que vous faites avec les métaux précieux. Et dans les objets à avoir absolument imposés par les douanes, donc on a bien sûr les coffres, etc. Et puis une balance donc, qui coûte extrêmement cher. Mais en fait, c'est une balance qui est d'une précision voilà, extrême. Alors, c'est au millième, je ne sais plus exactement. Voilà, mais cette balance, on doit la faire réviser tous les 2 ans pour être sûr voilà, qu'elle soit bien à jour. Et elle coûte dans les 1500 €. Mais si vous n'avez pas cette balance, vous avez une amende. Donc voilà, faites bien attention à ça.
Voilà. Donc là, je vais m'éloigner un petit peu de l'aspect technique des choses. Voilà, on va parler un petit peu de l'or, de la manière de travailler l'or. Donc on a plusieurs méthodes à Paris. Donc on a des fournisseurs en fait où on peut aller acheter de l'or en plaques ou en fil. Dans diverses formes, voilà. Et puis après, on peut le travailler directement. À l'aide d'outils bien sûr de joaillerie, ou alors on peut aussi travailler en fonte à cire perdue. Donc moi c'est une technique que j'emploie beaucoup en fait, c'est sculpter, mais je vous en prie, c'est sculpter en fait le bijou dans la cire. Et puis après, une fois que le bijou est sculpté, on va le déposer à une fonderie en fait. Donc il y en a plusieurs à Paris qui, elle, va fondre cette maquette en cire et vous donner l'équivalent en métal. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'identique. Hein. Donc si vous avez un petit défaut, il ressortira à la fonte par exemple. Voilà, donc ça je vais vous en parler un petit peu après. Ou alors, bien sûr, on a aussi l'or sous forme liquide. La question attendement, la balance est nécessaire même pour le travail de l'argent. Alors oui, effectivement, puisque l'argent est considéré, fait partie de la famille des métaux précieux. Donc ce que je vous disais justement pour le poinçon de maître, c'est aussi applicable à l'argent en fait. On pourrait penser que non, puisque c'est vrai que la différence de prix entre l'argent et l'or est extrême. Mais effectivement, l'argent n'est pas obligé de la faire poinçonner par l'État si elle fait moins de 30 grammes, votre pièce en argent. En revanche, une pièce en argent, quand je dis pièce, c'est un bijou, hein, dans mon cas en tout cas, voilà la joaillerie. Lorsqu'une pièce en argent sort de votre atelier, elle doit impérativement avoir le poinçon de maître à poser dessus. Voilà, c'est très important. Faites bien attention puisque quand vous apposez un poinçon, ça suppose aussi que c'est passé dans votre livre de police. Donc voilà, tout ça c'est lié. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me renvoyer des petits messages après si vous voulez connaître un petit peu les adresses pour par exemple la balance. Voilà, tout ça, je peux vous montrer le modèle nécessaire. Voilà, donc je reviens sur l'or. Donc je vous disais, donc on l'a en plaque, en fil, etc. à travailler. On a aussi la technique de la fonte à cire perdue et puis on a aussi l'or liquide, donc là dont on se sert pour les plaquages en or 24 carats. Vous avez déjà entendu parler de bijoux dorés à l'or fin. Donc en fait, ce n'est pas de l'or pur en fait, c'est un bijou. Donc si c'est du vermeil, c'est un bijou en argent recouvert d'or 24 carats. Et là en fait pareil, si vous trempez qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est en fait, voilà. Je vous parlais de rhodium tout à l'heure. Le plaquage 24 carats, c'est la même chose. C'est un bain à électrolyse, en fait. Donc, vous trempez le bijou dans de l'or liquide et l'or va s'accumuler sur le bijou et créer, en fait, des couches très fines. En fait, on est en micron, hein, d'or 24 carats sur la pièce. Voilà, donc, comme le rhodium, ça peut s'user aussi. Donc cette dorure peut disparaître à un moment donné, vous pouvez voir réapparaître l'autre métal en dessous. Que se passe-t-il si j'ai des bijoux sans poinçon? Alors sans poinçon, je ne sais pas quoi vous dire. Donc si vous voyez un bijou sans poinçon, alors parfois il y a eu un poinçon à l'origine, il a disparu parce qu'il y a eu une mise à taille. Ou alors il s'est effacé avec le temps, bon c'est beaucoup de temps, hein, mais pour les bijoux très anciens, ou alors tout simplement c'est un bijou qui n'est pas rattaché à une facture. Voilà, c'est possible aussi. Donc ça, je vais pas du tout me lancer dans ce genre de débat ce soir, puisque chacun fait ce qu'il veut et puis en plus c'est pas le sujet, mais en tout cas voilà, c'est un bijou non officiel quoi, voilà si je peux dire. Voilà, donc je vais passer sur la fonte à cire perdue. Le créateur, comme je vous disais, va créer son bijou en cire, va le sculpter à la main, etc. Et puis va l'emmener à la fonderie. Alors certaines grandes maisons ont des fonderies sur place aujourd'hui, Cartier, voilà, des grandes maisons. Mais pas de créateur indépendant, en tout cas je ne pense pas, puisque ça prend beaucoup de place.
C'est dangereux puisque c'est tout un système de fonderie, etc. Et puis c'est très coûteux aussi comme mise en place. Donc c'est vrai que généralement le créateur indépendant fait appel à ces sociétés en fait qui proposent ces services-là. Proposez-vous des ateliers sur le canot? Oui, tout à fait. Vous pourrez aller regarder sur le site après, où je vous en parlerai à la fin. Donc voilà, une fois qu'on dépose son modèle en cire à la fonderie, en fait, on demande, voilà, j'aimerais cette bague en or jaune, en or blanc, etc. Et puis la fonderie, en fait, autour de cette cire, ils vont créer un moule, en fait. Donc aujourd'hui, c'est un moule en silicone. Dans ce moule, en fait, on va avoir un trou, en fait, qui correspond à une petite barre, ce qu'on appelle un jet de fonte, qui était apposé sur la cire. La cire va s'évaporer par ce trou, en fait, de ce moule en silicone. Donc on va ouvrir et puis après on aura l'empreinte en fait du bijou dans le moule et on va couler le métal en fusion dans ce moule. Voilà. Donc ça c'est une technique qui date des temps anciens. On a retrouvé en fait une sculpture c'était en quoi, en cuivre je crois, du 6e, voilà, avant 6000 avant Jésus-Christ à peu près. Voilà, les Égyptiens l'utilisaient beaucoup. Alors à l'époque, bien sûr, c'était pas du silicone, on n'utilisait que des matériaux naturels. Donc notamment la terre cuite, le bois, les coquillages comme les eaux de sèche, puisqu'on peut faire des moules en fait avec certaines techniques d'eau de sèche. Et puis voilà, donc on n'utilisait pas du tout les mêmes matières, mais en tout cas on a retrouvé beaucoup d'éléments fondus. Voilà. Bon, le temps passe, donc je vais un petit peu accélérer. Donc pour ce qui est de l'or, voilà, ça a été précieux très vite dans l'Antiquité, puisque les Égyptiens, les Grecs, etc. se sont rendus compte que c'est un métal très résistant. Il ne change pas de couleur, il est très très dur et surtout pour les Égyptiens notamment, il était l'évocation du soleil. Donc on sait combien le soleil et les divinités solaires avaient de l'importance dans l'Antiquité. Voilà. Après, dans la Grèce antique, on le travaille énormément aussi. Donc, on a aussi la monnaie, déjà à cette époque-là. Et puis, on va voir aussi apparaître une technique qui est propre aux Grecs. C'est ce qu'on appelle, en fait, on a beaucoup de statues chryséléphantines, en fait. Alors, lorsque vous entendez le terme chryséléphantine, ça signifie toujours, en fait, une association, en fait, d'ivoire et d'or. Par exemple, dans l'Antiquité, dans la Grèce antique, vous aviez la statue de Zeus à Olympique, qui est une des 7 merveilles du monde, qui voilà était faite d'or et d'ivoire. Donc généralement l'ivoire pour représenter la chair, et puis l'or qui représente voilà les apparats, les vêtements, etc. Donc voilà, là est-ce que vous avez des questions sur l'or? Alors c'est vrai que là c'était un petit peu plus technique que la dernière fois, c'était moins voilà, mais j'ai utilisé le temps qui m'était imparti. Donc voilà, pour les créateurs, futurs créateurs qui seraient parmi nous, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message. Et puis voilà, si vous voulez, on pourrait se refaire un format plus tard sur l'or, ça faudra demander à l'équipe. Sur l'or, en fait, le côté un peu plus glamour, c'est-à-dire les bijoux qui ont marqué un petit peu l'histoire de l'or depuis l'Antiquité, par exemple. Les différentes techniques, là j'ai pas parlé de granulation par exemple. Alors le platine c'est plus pénible pour braser, travailler. Alors oui, le platine déjà il faut un chalumeau oxydrique, donc c'est pas du tout le même outillage que pour travailler l'or. Donc en fait, et puis le platine on le soude en fait, on le fond et il doit se souder, donc c'est très compliqué. Il faut mettre des lunettes particulières parce que ça peut vraiment faire très très mal aux yeux, ça peut griller la rétine en fait le platine. On n'a pas ce problème-là avec l'or. Donc voilà, un outillage et une protection très particulière. Et puis le platine à polir, c'est très contraignant. Enfin, c'est un métal qui est très très compliqué à travailler.
en fonte aussi, en rattrapage de fonte aussi. Alors oui, pour la traçabilité. Alors pour la traçabilité de l'or, alors moi je suis pas, voilà, je vous explique comme ça, je vais vous en dire quelques mots, mais je ne suis pas non plus experte en la matière. Disons qu'en fait il est quand même difficile d'avoir une traçabilité de A à Z sur l'or. C'est pourquoi certaines grandes maisons aujourd'hui tentent d'acheter en fait leur mine pour pouvoir vraiment faire en sorte que l'humain déjà soit bien traité. Donc on parlait la semaine dernière de l'extraction des pierres en fait dans les mines, donc qui est un métier extrêmement difficile. Il en est effectivement bien sûr de même pour l'or. Et comme je vous disais sur les pierres la semaine dernière, en fait, le côté, alors on a l'or éthique aujourd'hui. Hein, vous connaissez, vous connaissez le Fairmined, l'or éthique. Alors moi, je suis un petit peu, je vais pas rentrer dans des débats, voilà. Disons que l'or éthique, il va protéger l'humain. Encore une fois, au niveau écologique, il y a encore des méthodes à améliorer. C'est-à-dire que parfois, on va faire exploser une montagne aussi pour pouvoir extraire l'or, pour ne pas avoir à aller dans la mine. Donc effectivement, l'humain est protégé, hein, mais encore une fois, au niveau écologique et pour la planète et notamment le monde animalier que j'affectionne énormément, c'est très compliqué. Donc vous avez l'or recyclé. Moi par exemple j'utilise pour certaines créations de l'or recyclé via certains fournisseurs, mes confrères aussi, ceux qui travaillent avec moi. Disons que là en fait c'est de l'or qui est recyclé, donc à Paris il y a des entreprises, donc moi je suis plus pour l'or recyclé. Alors le mieux bien sûr c'est toujours de venir si vous le pouvez avec des bijoux de votre grand-mère ou des bijoux que vous avez à fondre. Moi je procède beaucoup comme ça. Disons que je travaille aussi avec l'or de mes clients que je fais refondre et là je crée un nouveau bijou. Donc ça devient quasiment, enfin c'est très courant aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Voilà, donc là c'est une manière encore plus éthique et écologique, on va dire, de travailler. Voilà. Alors les processus de Kimberley, non. Alors Kimberley c'est vraiment pour les pierres, en fait, notamment le diamant et surtout pour les pierres brutes. Donc en fait le processus de Kimberley c'est compliqué aussi. Ça s'applique à une certaine catégorie de diamants. Et je crois que ça ne s'applique pas sur les pierres de couleur, alors à vérifier. Je sais que moi mon diamantaire est Kimberley. Après voilà, de ce que j'en ai entendu et compris, ça a ses limites aussi. C'est-à-dire que disons que il y a un côté éthique bien sûr, mais on n'est pas non plus à 100%, c'est compliqué. Voilà, en tout cas disons que la démarche est intéressante et c'est mieux que rien de toute manière. Voilà. Le prix de l'or a-t-il beaucoup varié ces dernières années ? Alors le prix de l'or il fluctue tout le temps en fait en fonction des événements mondiaux. Donc par exemple le Brexit, l'or augmente, le Covid-19 l'or augmente, après il se stabilise, il redescend, il remonte, ça bouge tout le temps. C'est pour ça qu'en fait quand on vous fait un devis, généralement on doit regarder le cours de l'or puisqu'il peut changer d'un jour à l'autre. Et voilà, donc ça c'est vraiment c'est la valeur refuge en fait. Alors il ne s'écroule jamais, hein, pour le coup, il ne fait qu'augmenter généralement, mais à un moment donné il se stabilise. Mais c'est vrai que ça change quotidiennement, donc c'est en fonction de la bourse, c'est en fonction voilà donc voilà, c'est un petit peu le créateur est tributaire aussi de ça, hein, ça change. Voilà, donc là il a plutôt tendance à augmenter, l'or est très très cher en ce moment. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser, le temps file, j'espère que ça vous a plu. Donc là c'était un petit peu la suite de la semaine dernière. Moi c'est sûr que les pierres ça faisait rêver, c'était un petit peu plus chatoyant que le métal, et puis là je suis vraiment rentrée dans la technique. Mais on pourra bien sûr se refaire une séance plus axée sur l'art et la création si vous le souhaitez. Donc voilà,
Si vous avez des questions, là je regarde, je lis en même temps les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message sur Flav Joaillerie. Donc c'est Flav-Joaillerie. Voilà, donc je remercie énormément l'équipe We Can Do que j'adore, encore une fois, autant que la semaine dernière et plus encore, voilà, ils sont top, hein, vraiment, n'hésitez pas à faire des ateliers, voilà, il y a plein de choses, il y a de la poterie, voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec We Can Do, ils sont vraiment super, voilà, et puis je remercie aussi, je vous remercie vous pour vos questions, d'avoir assisté au live. C'était vraiment super sympa. Et puis voilà, si vous avez des questions sur même des formations, voilà, n'hésitez pas à aussi vous adresser à la Haute École de Joaillerie, hein, voilà. Pour ceux qui sont intéressés par la création et les formations. Et puis sinon, voilà, il y a des ateliers avec We Can Do. Voilà, j'espère vous revoir très vite pour un nouveau live. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces métiers de la joaillerie, sur ces matières précieuses. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie tous. À bientôt We Can Do. Et à bientôt sur Flav Joaillerie aussi pour me poser des questions et rester en contact et discuter. Voilà, prenez soin de vous. Nous serons bientôt sortis du confinement. Faites attention aussi. Voilà, on aimerait bien ne pas retourner en confinement. Donc mettez un masque et prenez soin de vous. Faites attention. Et puis à bientôt à mon atelier. J'espère. Voilà, un prochain live de mon atelier. Pourquoi pas. Ça serait sympa. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt. Prenez soin de vous.